Bonjour à tous. Vous arrivez sur la deuxième et dernière partie de l'échange avec Claire sur son travail de psychomotricienne. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, vous pouvez suivre le lien que je mettrai en description. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne écoute. Je pense à une amie avec qui j'avais eu une conversation autour de ça, autour, entre autres, de la sexualité, mais des relations humaines en général. En fait, on rigolait ensemble, elle me disait, mais en fait, t'aimerais bien, et moi aussi j'aimerais bien pouvoir faire confiance à qui on veut, mais ça marche pas comme ça, en fait. Des fois, on a envie de faire confiance, mais on n'y arrive pas, parce que on est blessé, traumatisé, et du coup, en fait, on ne peut pas décider de faire confiance à quelqu'un parce qu'on en a envie. Parce que la confiance, ça part des tripes, ça part du corps, et si le corps a une mémoire, il a des blessures et des choses liées à la relation humaine qui fait qu'il se protège. On a beau savoir que c'est absurde et que c'est pas adapté, le corps se protégera parce que il y a une peur de mourir à un endroit. Il y a un truc où j'ai cru que j'allais mourir et du coup tout ce qui ressemble à ce truc-là, je me protège automatiquement quoi. Et ouais. Les mécanismes de défense deviennent un problème parce que là derrière c'est un mécanisme de défense, c'est le contrôle. Ne pas lâcher prise, donc ne pas faire confiance à l'autre, c'est le contrôle qu'il y a derrière. Et en fait c'est pas un problème, ça devient un problème quand on n'a plus le choix de faire autrement. Le contrôle, c'est pas grave quand on arrive à le lâcher de temps en temps. Quand on est toujours dans le surcontrôle, on finit par péter un plomb. En gros, le contrôle, ça peut être au service de la vie, ça peut être souhaitable quand c'est un choix, quand on est libre de pas contrôler, en fait. Mais quand on n'est pas libre et qu'on contrôle par défaut et qu'on peut pas faire autrement, bah là, ça devient potentiellement handicapant. C'est comme tout est une question de dosage. Quand il y en a, par exemple, le tonus dont on parlait tout à l'heure, la contraction des muscles, c'est pas un problème, on en a besoin pour tenir debout. Par contre, quand il y en a trop, on finit par le corps finit par tellement se rigidifier qu'on a des douleurs chroniques. Et quand il y en a pas assez, bah, on est tout flasque et on tombe. C'est une question de dosage. Mais comme dans les mécanismes de défense, comme dans les émotions, comme dans tout, comme dans la relation. On a le droit d'être en colère, par contre, on n'a pas le droit d'exploser le nez de tous les gens qui nous regardent mal. Effectivement, ça n'a pas les mêmes conséquences. Non. On a des vies, un peu, hein. Ouais, mais c'est pas, j'y peux rien, c'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ce que tu me disais tout à l'heure sur, on parlait de tapotement, on parlait de l'EMDR, et en EMDR, on fait des stimulations bilatérales, on tapote sur de gauche à droite, etc. Et tu m'expliquais que toi aussi, dans ton métier de psychomote, tu fais des tapotements, et tu me parlais de tapotement, de stimulation osseuse. Et j'aimerais que tu me réexpliques un peu ce que tu disais sur pourquoi tu fais ça, en fait. En fait, il faut savoir que si jamais, par exemple, notamment en relaxation, ou peu importe, si on se met à toucher un patient et qu'on lui propose une certaine sensation, c'est parce que derrière, on vient chercher un sentiment psychique. Chaque sensation est associée à un sentiment psychique. Donc, par exemple, les percussions osseuses, moi, quand je viens chercher des percussions osseuses, donc quand on vient faire des tapotements sur les os parce que c'est là où ça résonne, je viens le chercher parce que les os, c'est la structure de solidité du corps. Le squelette est la solidité du corps. C'est ça qui fait qu'il tient. Et donc, du coup, c'est associé à ce sentiment de solidité. Et en fait, vu que physiologiquement, c'est la solidité, quand on vient à réveiller cette physiologie-là, ça vient imprimer dans l'esprit le même sentiment. La solidité. Comme dans l'enveloppe psychocorporelle dont tu parlais tout à l'heure. Tu dis ça, moi? Ouais, on parlait de ça tout à l'heure. Tu me disais dans les concepts dont j'entends que toi parler. Moi, je parle d'enveloppe psychocorporelle. Donc là, si tous les psychomotes m'entendent, ils vont pas tous être d'accord parce que apparemment c'est une vieille nomenclature, mais n'empêche que factuellement dans la clinique, c'est ce que je retrouve et c'est ce que je travaille. En fait, l'enveloppe psychocorporelle, c'est sur la fonction de la peau. La peau, elle a plein de fonctions physiologiques. La perméabilité, elle est continue, elle est unie. C'est une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, là, tu parles de la biologie. La biologie. Biologiquement, la peau, c'est ça, ses propriétés. Et ben, en fait, psychologiquement, on va y mettre les mêmes propriétés. Ça a aussi une fonction symbolique, la peau. Exactement. De barrière entre l'intérieur et l'extérieur, de continuité, de perméabilité. Et ça, ces fonctions-là, elles sont psychiques. Et du coup, quand on vient retravailler la sensation de la peau chez le patient, on vient retravailler les sensations psychiques qui y sont associées. Comme quand on vient percuter un os, on vient imprimer dans l'esprit la même sensation que la structure physiologique. Tu n'es pas en sucre, tu peux résister, tu peux encaisser. Tu n'es pas fragile, tu n'es pas en sucre, tu peux résister. Et c'est agréable. Et en plus, tu peux vivre ça. Alors là, d'autant plus chez les patients qui ont été, qui ont subi des violences physiques, où leur corps a été largement fracturé, heurté.
on peut venir le retravailler pour retravailler la mémoire traumatique. Ça, c'est autre chose. La mémoire traumatique, et leur montrer que on peut vivre cette sensation en sécurité et que en plus, ils tiennent et ils sont solides et ils vont pas se casser. Voilà. Hyper intéressant. C'est quoi la différence entre travailler en individuel et en groupe? Parce que je sais que tu fais beaucoup de groupes à la clinique. Ouais, je fais beaucoup de groupes à l'hôpital de jour surtout. On n'est pas dans la même dynamique relationnelle, déjà. On peut aller travailler les mêmes choses, mais on va pas les travailler au même moment. Ça veut dire que, par exemple, un patient qui est en crise psychique parce que, je sais pas, il a vécu un traumatisme récemment, je vais pas pouvoir le mettre en groupe et parler du même trauma. De la même façon. En fait, on va pouvoir aller plus loin en individuel parce que on n'est que à deux et que du coup la confiance permet que on peut aller plus loin. Par contre, en groupe, là où c'est super chouette, c'est qu'on va pouvoir se confronter au regard de l'autre. On va pouvoir se servir de la confiance, de la connexion des uns aux autres pour pouvoir les emmener dans d'autres concepts plus de la société. En fait, c'est à deux temporalités différentes. En fait, ouais, tu recrées une micro-société dans le groupe. Exactement. Et tu permets aux personnes de réapprivoiser la relation de la société. Exactement. Donc leur relation, la plupart du temps, au corps, dans la société. Et il y a quelque chose d'un peu plus ludique à être en groupe, parce qu'il y a un peu de compétition qui se met en jeu, parce que on peut aller travailler sur des plus grands espaces, on peut mettre en place des relais, la notion d'entraide, des choses comme ça qui vont avoir tendance à nous pousser un peu, parce que des fois quand on n'arrive pas à le faire pour soi-même, de le faire pour l'autre, ça nous emmène un peu plus loin. Donc voilà, on n'est pas dans le même timing, ni dans le même travail, même si les objectifs peuvent être communs. Les deux sont pertinents, ça dépend du temps. Ouais. En tout cas, ils ont l'air de s'amuser en groupe, avec ça. Ouais, c'est l'objectif, L'objectif, c'est de s'amuser. C'est que, je sais pas, évidemment, quand j'ai des patients qui ont des gros troubles de mémoire, leur dire, vous avez une mémoire toute pas belle, franchement, elle est pas efficace, c'est nul. Par contre, si on va venir travailler le jeu, et si on va venir les faire rire en même temps qu'ils sont en train de galérer parce que c'est leur problématique, en fait, ils vont ressortir, ils vont se dire, on a bien rigolé. Par contre, ils vont pas ressortir en se disant, oh là là, je suis vraiment nul. Voilà. C'est un truc que je remarque chez toi, effectivement, et j'y suis de plus en plus attentif dans ma vie en général, c'est les gens avec qui tu travailles, ils se sentent mis en valeur par le travail que tu fais avec eux. Quoi que tu fasses. J'essaye. Et je trouve ça hyper précieux, en fait. C'est-à-dire, ils se sentent mieux avec eux-mêmes, après. Et justement, peut-être que moi, j'ai cette peur, parfois, avec certaines personnes, de mettre le doigt sur ce qui fait mal, et que les gens se sentent mal de voir ce truc-là, etc. Enfin, de plus en plus, je me dis que j'admire les gens qui, par exemple, les gens intelligents, j'aime bien les définir en ce moment comme, c'est des gens, quand tu parles avec eux, tu te sens plus intelligent, en fait. C'est des gens qui te font te sentir intelligent. Ouais, quand tu parles avec eux. Ouais, c'est une belle définition. Ouais. Parce que, et par opposition à quelqu'un qui est intelligent, mais quand il te parle, tu te sens débile. C'est pas une forme d'intelligence émotionnelle. Il y a un truc qui manque, en fait, dans la relation. Et là, tu viens de toucher quelque chose d'important, c'est que le problème, c'est pas l'intelligence en tant que telle et factuelle qu'on teste par les tests. C'est l'intelligence émotionnelle, qui est une autre forme d'intelligence, et une intelligence relationnelle. C'est la relation qui compte. Enfin, après, ça, c'est très éthique avec ma posture professionnelle. Moi, mon objectif, c'est pas de dire au patient, de pas lui donner les réponses. L'objectif, c'est de l'emmener à trouver ses réponses. Il y a des fois, j'ai des réponses avant eux. Parce que j'ai ma réflexion, j'ai ma théorie, et je sais où ça fait mal, et je le sais avant eux. Le souci, c'est que c'est pas à moi de leur dire. C'est à eux de le trouver. C'est à moi de les aider à le trouver, par contre. Et par contre, oui, il y a toute cette relation et toute cette intelligence émotionnelle des fois, le patient, il a besoin qu'on lui dise. Mais c'est son timing, et c'est lui qui te le demande, et c'est son moment. Et ça, c'est de l'ajustement dans la relation. Mais il faut mettre l'autre en priorité. Et ma façon de faire n'est pas la bonne. Je dis souvent à mes patients que ils ont le droit de dire non et stop. Ça fait partie de mes règles de séance dès que je vois un patient. Parce que je sais ce qui pourrait leur correspondre, mais que c'est les seuls à savoir ce qui va leur correspondre. Ouais, et puis de savoir s'ils sont prêts à y aller ou pas. C'est ça. C'est leur timing, c'est leur suivi, c'est leur vie. Moi, je suis juste, pendant un moment, une canne sur laquelle ils peuvent s'appuyer, mais je suis rien d'autre. Ouais. J'aime bien dire aux patients, moi, je mets juste mon cerveau à votre disposition pendant 1 heure. Ouais, c'est ça, exactement. Mon cerveau et mon corps, du coup, pour le coup, mais ouais. Tiens, pendant qu'on y est, j'aurais envie de poser la question, elle est pas sur la liste, mais
comment tu gères la dimension du désir, de la sexualité dans les interactions, parce que le corps, pour moi dans ma tête, le corps c'est souvent lié au désir, etc., à l'érotisme, les rapports de séduction. T'es une femme, tu t'accompagnes des hommes hétéros. Comment tu gères cette potentialité d'émergence du désir dans le rapport au corps, dans le contact physique, et comment tu désexualises les interactions si tu... Alors déjà, je ne fais pas comme si cette question n'existait pas. Déjà, c'est la première chose. Je fais attention à mes propres ressentis, à mes propres sentiments. Si je commence à me sentir mal à l'aise dans un suivi, là, il faut que je fasse quelque chose ou il faut que je pose d'autres limites. Déjà, c'est la première chose. Ça existe, je le sais et du coup, j'y fais attention. Après, ça va dépendre des situations. Il y a des patients pour que j'ai un peu du mal à cerner où je vais pas rentrer en contact physique directement. Je vais rentrer en contact avec des médiateurs, par exemple. Avec des ballons, avec des tissus, avec des poids, avec d'autres choses que mes propres mains. Ensuite, c'est quelque chose dont on peut parler. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, on n'a pas l'habitude d'avoir des sensations positives et agréables dans son corps, tout en utilisant le lâcher-prise, tout en utilisant une proximité avec l'autre, parce que je rentre dans leur, ce qu'on appelle la proximité, dans leur bulle à eux. Je rentre dans leur bulle, je les touche, je les contacte, mais aussi, eux aussi, ils peuvent me contacter, on peut faire du dos à dos, des choses comme ça. Ils rentrent aussi dans ma bulle. Donc on n'a pas l'habitude de ça en tant qu'être humain, adulte, et c'est très vite lié à l'intime. Et donc du coup, on en parle. Chaque exercice, je demande à mes patients comment ils se sentent. Et du coup, des fois, ils me disent, je suis un peu gênée. Ok, pourquoi? Et là, je leur dis, c'est vrai, on n'a pas l'habitude, nous, en tant qu'être adulte, ce que je viens d'expliquer, là. On n'a pas l'habitude de ça. Je lui dis, c'est normal que ça soit bizarre. Si c'est compliqué, vous oubliez pas, vous avez le droit de me dire non et stop. Moi, mon objectif, et là, je remets le soin au milieu. Si jamais je sens que la relation se sexualise, et que mon patient peut me le parler, je vais le chercher, parce que je préfère qu'on en parle, on repose les bases. Moi, je suis là pour vous soigner. Si vous avez du mal à faire ce parallèle-là, ok. Écoutez, c'est que je suis pas la personne pour vous soigner, parce que vous n'arrivez pas à mettre cette distance-là. Écoutez, c'est pas grave, on arrête. J'ai d'autres collègues qui peuvent prendre le relais, et on peut arrêter. Si vous voulez continuer avec moi, ok. Mais on travaille pour telle et telle et telle raison. Et on remet les objectifs de pourquoi on rentre en contact. Ouais. Pourquoi on se met à se toucher. Pourquoi on se met à bouger ensemble. Ouais, le but, c'est que ça reste un temps thérapeutique. C'est ça. Parce que si pour le patient, ça devient un rapport de séduction et qu'il vient parce qu'il est amoureux de la psychomote, par exemple, ça a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et donc, du coup, on en parle. Je leur verbalise que moi aussi, des fois, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude de rentrer en contact avec des inconnus dans ma vie perso. Donc je leur dis, ouais, mais je sais pourquoi je le fais. Je veux que vous sentiez ça. Ok. Et si c'est trop compliqué que moi je sois proche d'eux, on passe par un autre biais. Je leur propose. Est-ce que vous préférez que ça soit un ballon qui vous touche plutôt que ma main? Ok, très bien. Comment tu expliques à tes collègues ce que tu fais pour qu'on comprenne? J'y passe ma vie. Alors, je rabâche beaucoup. Ouais. Je rabâche beaucoup. C'est quoi le métier de psychomote? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je fais? Et après, je vais venir utiliser des cas concrets. Parce que c'est bien beau la manière dont j'explique mon métier, mais en fait, si on n'a pas une représentation à travers un être humain, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Comme pour mes patients, hein. Je leur explique concrètement qu'est-ce qui se joue chez eux et comment ça se traduit, parce que sinon, c'est flou pour eux. Donc en fait, on va partir de leur problématique, de leur observation, et je vais leur expliquer, moi je travaille, telle chose avec lui, je passe par des percussions corporelles avec lui pour travailler cette notion-là, parce que cette notion-là l'impacte dans telle sphère de sa vie. Psychiquement, le problème, il est là, donc je vais repasser par le corps pour créer ce sentiment dans sa tête. Donc voilà, je pars de qu'est-ce que eux, ils ont observé, de leur connaissance à eux, de leur questionnement à eux, et du coup, j'explique concrètement quelle méthode j'utilise. Enfin, en fait, j'explique concrètement ce qui se passe dans mon cerveau en séance. Ouais, en fait, tu aides que ce soit les soignants ou les patients, à comprendre le lien entre l'objectif thérapeutique et l'acte thérapeutique. C'est ça. C'est un peu comme les bons médecins qui expliquent ce qu'ils font. Ouais. Comme ça, tu comprends et ça donne de la sécurité de comprendre le sens. En fait. C'est ça. Je demande pas à mes patients de se coller à mon dos et de se mettre à bouger avec de la fluidité juste parce que c'est cool de faire ça. Donc ça n'aurait aucun sens si je leur disais pas. Par contre, je leur explique que le but, c'est de les aider à réguler leur tonus, à prendre conscience de leur tonus parce qu'il y a des douleurs qui sont trop importantes
et que ça impacte leur tonus. Et donc du coup, pour s'aider, je leur offre mon propre tonus pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle de l'accordage tonique. Un peu Voilà, comme dans par la exemple. danse contact, je sais pas quoi. La danse contact, c'est le principe, c'est l'accordage tonique. C'est pour ça qu'on peut utiliser la danse, nous, en tant que psychomote, parce que les propriétés du mouvement sont intéressantes, parce que là, justement, l'accordage à l'autre peut être intéressante pour permettre de s'accorder à soi-même. Ah oui, s'accorder à l'autre permet de s'accorder à soi-même, c'est ça que tu viens de dire. Ouais, au niveau du tonus. Ah ouais. Non mais parce que je me dis qu'effectivement, des fois, en fait, on n'a pas conscience de son corps, et du coup, c'est pour ça qu'on va genre se cogner tout le temps. Exactement, c'est un problème de juste- schéma corporel, Hmm. la conscience du corps. Hmm. Et donc, du coup, pour ça, il faut faire ce qu'un bébé ferait. On fait, mais c'est erreur. vrai, on fait de la stimulation sensorimotrice. Il faut stimuler le corps dans sa sensorialité, dans sa motricité, pour en développer sa conscience. Enfin, si je résume assez abruptement, je résume mon métier en disant que nous, on est les professionnels du développement psychomoteur de l'enfant. C'est dans le nom, développement psychomoteur, on est psychomotricien, donc voilà. On a toutes les bases, notre première année, elle est consacrée à ça, le développement psychomoteur de l'enfant normal. Sur cette base-là, moi, je viens retravailler plein de choses. Je me sers des interactions précoces entre un parent et un enfant pour recréer un sentiment de sécurité. Et en fait, là où le parent va le porter dans ses bras, bah moi je vais le porter dans des tissus, par exemple. Je me sers normalement ça se développe. Ok, ça s'est pas développé parce qu'il y a un trouble du développement, ou ça s'est pas développé parce qu'il y a eu un trauma. Et ben en fait, on va repasser par les mêmes bases, par le même chemin que ce qu'on ferait que ce qu'un enfant normal fait. Tu vas créer ce qui a manqué, en fait. Ben, je vais créer ou recréer les étapes qui permettent d'accéder à la notion. Je sais pas, par exemple, pour le schéma corporel, qui est normalement stable à 2 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, l'organisation normée du corps, qui est stable à 2 ans, pour qu'un enfant ait un schéma corporel, il faut qu'il se regarde dans le miroir, il faut qu'il ait des expériences sensorimotrices, il faut qu'on lui verbalise, que le parent lui verbalise, bah ça c'est ton nez, bah ça c'est ta bouche. On a tous ces images-là de parents qui font ça autour de nous. Bah en fait, il est en train de lui construire son schéma corporel. Un patient qui a eu un AVC et qui a une héminégligence, donc qui oublie son bras paralysé par exemple, et ben je vais faire pareil. Je vais lui toucher le bras en lui disant ça c'est votre épaule, ça c'est votre bras, ça c'est votre coude. Et du coup, je vais recréer le schéma corporel. Je vais passer par du miroir en lui disant regardez, elle est où votre épaule? Vous en voyez une, elle est où l'autre? Et comment ça bouge? Et le regarder bouger. Voilà. Je retravaille comme un enfant normal se développe. Et je du repasse coup, par les mêmes étapes. une personne qui a une héminégligence avec qui tu travailles, Ouais. après il est plus héminégligent. Non, on réintègre son bras. Alors, je suis pas une magicienne non plus, des fois ça foire, hein, comme tout le monde. Mais la plupart du temps, alors je suis pas la seule à travailler là-dessus, hein, je suis la seule à travailler de cette façon-là. Les autres vont faire autrement, mais le but c'est que à la fin il soit plus héminégligent et qu'il réintègre son bras dans son schéma moteur. En fait, quand je t'écoute, je me demande, ils faisaient comment les structures avant les psychomotriciens? Mais c'est surtout que les structures ne savent même pas que je fais le quart de ça, en fait. C'est ça, moi je savais pas que tu faisais ça. Ouais. Alors Là, la structure dans laquelle je suis, ça fait 20 ans qu'il y a une psychomote, donc ils sont peut-être un peu plus au fait, mais je pense pas qu'il y ait le quart de mes collègues qui aient conscience de c'est quoi mon travail. ça me paraît tellement indispensable, je comprends pas comment on pourrait faire ça en fait. Ouais. Enfin, parce que ça a tellement de sens. Oui. Et puis c'est tellement utile. Ça a vachement de sens. Mais par contre, bah tu vois, moi je suis la seule du département à être psychomote en psychiatrie, par exemple. Ouais. Alors que clairement, en psychiatrie, c'est... Pas de quoi faire. Ah bah ouais, il y a carrément de quoi faire. Ici, il y a 62 lits. Je pense que je pourrais voir 55 patients. Pas pour tous les mêmes raisons. Mais je pense que pour 55 patients, au moins, je trouverais des objectifs psychomoteurs. Ah bah ça, oui. Voire même peut-être tous. Après, on peut pas tous... Et voilà, les besoins sont pas forcément dans l'urgence d'avoir un suivi psychomoteur, mais... Lundi, j'ai eu une patiente avec qui j'ai fait un entretien en EMDR. Et en fait, à la fin de l'entretien, elle me disait qu'elle avait une tension qui était apparue au niveau du trapèze. Et en fait, je me suis dit, c'est con parce que cette personne, si elle avait été sur un tatami après un stage d'arts martiaux, je lui aurais fait un massage des trapèzes, en fait. Mais là, je suis psychologue, dans un entretien. C'est pas mon rôle de faire ça. Et je me dis, j'ai la sensation parfois que le rapport au corps, ça manque au métier de psychologue, en fait. Oui, mais comme moi, les bases en psychologie, dans l'élaboration,
ça me manque aussi, mais parce qu'on a 2 métiers différents, on va chercher des choses différentes et qui sont hyper complémentaires. Je suis d'accord. Et ce que je voulais juste dire, c'est que je trouve que ça n'a aucun sens d'exclure le corps d'une relation humaine thérapeutique par principe. D'une relation humaine tout court, je dirais même. Ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait une patiente qui s'effondre et qui mette sa tête sur mon épaule, et en fait, je suis sûr qu'il y a des psys qui l'auraient repoussé parce qu'ils sont psys et pas de contact physique. Je comprends pas, en fait, c'est tellement indispensable le contact physique. En fait, la question c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Oui, bien sûr. C'est que si le besoin c'est d'être rassuré et contenu et de vérifier que t'es solide et que tu peux tenir ses émotions, bah ouais, si elle a besoin d'un câlin, bah pourquoi pas? En fait, si son besoin c'est ça, ça devient problématique quand tu réponds à ton propre besoin. Voilà. Ça me paraît bien résumé. Ça c'est bien résumé. Ouais, je pense que c'est pareil avec les parents, en fait, dans la relation parent-enfant, c'est quand le parent utilise l'enfant pour ses propres besoins, ça peut poser des problèmes à l'enfant. Bah carrément, dans son développement, c'est un peu pourri, hein. C'est ça. Mais c'est pas le sujet, malheureusement. Non. De quoi t'as besoin en tant que psychomètre pour travailler? D'espace. C'est la première réponse que j'aurai. En fait, vu que je vais faire bouger mes patients, j'ai besoin d'un espace assez grand pour pouvoir le faire. Après, tout va dépendre des médiations que j'aime utiliser. Quelqu'un, je sais pas, qui est hyper formé en musique, il va probablement avoir besoin d'une guitare de djembé ou de je sais pas quoi. Moi, je vais souvent avoir besoin au moins d'un espace où le patient peut s'allonger si j'ai besoin de faire une relax. Je vais avoir besoin d'objets de stimulation sensorielle. Donc que ce soit des balles, que ce soit je sais pas des objets qui résonnent, des objets qui viennent enfin voilà, de différentes textures, de différentes matières, de différents poids, de différentes chaleurs pour venir travailler ces sensations-là. Et après je vais avoir besoin de mon propre corps et de beaucoup d'imagination. Parce que même si je sais ce que j'ai envie de travailler, la façon dont je vais aller le travailler change tout le temps. Oui, ça c'est un truc de fou. Hein. Parce que depuis que t'es là, t'as quand même fait des groupes limite dans la forêt dehors, t'as créé un jeu de société. Ouais. Tu fais des ateliers de théâtre, des trucs de danse. Mais parce que les médiations changent. Là par exemple, j'ai un groupe sur l'hôpital de joie. Les objectifs sont les mêmes depuis 6 mois, mais ils s'en rendent pas compte. Les objectifs depuis 6 mois, c'est de travailler autour du lâcher-prise et de l'extériorisation des émotions. Sauf qu'en fait, on a fait de la peinture, on a fait du théâtre, on a fait de la danse, on a fait là, le prochain groupe, c'est de la percussion corporelle. Enfin, on l'a nommé percussion et émotion. Voilà, c'est le thème du prochain groupe. En fait, les objectifs sont les mêmes, mais c'est juste la manière d'aller les chercher. Elle est pas la même pour tout le monde. Donc, on va venir changer ça. Oui, il y a des modalités auxquelles les gens sont plus réceptifs que d'autres. Et du coup, à force d'aller dans la même direction, ça finit par produire des effets. C'est ça. Donc bon, voilà, il nous faut des jeux de société quand même, il nous faut des objets sensoriels, il nous faut de l'espace, il nous faut au moins un plan pour allonger le patient, ou un tapis, ou des coussins, ou des choses comme ça. Des lumières, c'est bien, pour aller travailler toutes les sensations. Et puis notre propre corps, qui est notre premier outil. Donc, ouais, des fois, j'ai l'impression, en fait, que ta façon de travailler, c'est un peu comme si tu déplaçais une mini-salle Snozelen avec toi. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que là, dans la clinique, du coup, je n'ai pas de salle. Ouais. Et donc, en fait, il faut que j'emmène avec moi le nécessaire pour pouvoir bosser. Donc, je vais dans des salles qui sont déjà à minima équipées, mais bah, en fait, tout mon matériel, il faut que je le trimballe avec moi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une salle, quand même. Je dirais ça à la direction. Très intéressant, effectivement. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui voudraient se lancer dans un cursus de psychomote? Qu'est-ce qui pourrait les aider? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé? Qu'est-ce que tu aimerais faire différemment, avec le recul? Je sais pas. Elle est dure, cette question. Elle est dure. Je conseillerais de se renseigner bien sur le métier, déjà. D'aller rencontrer une psychomote. Je leur conseillerais d'être prêt à ce qu'ils soient secoués. Parce que les connaissances nous secouent, la théorie nous secoue, mais la pratique aussi. Moi, je suis clairement pas la même entre quand je suis rentrée en première année et quand je suis sortie en 3e année. Et là, à 5 ans post-DE, je suis plus du tout la même personne. Parce que, évidemment,
si on ressent, on est obligé de faire, on peut pas faire fi de nos sensations. Donc il faut être prêt aussi à pouvoir bosser sur soi. Parce que si jamais nous on n'évolue pas, nous on n'est pas capable d'écouter nos sensations, nous on n'est pas capable d'écouter nos émotions, nous on n'est pas capable d'être un support relationnel de solidité, bah c'est compliqué. Oui. Donc il faut être prêt à pouvoir aussi être secoué. Et puis j'ai l'impression que c'est un cursus et un travail où on travaille avec qui on est. Exactement. On n'est pas un support projectif comme un psychanalyste. Non. Où le psychanalyste, il dit rien, il est neutre, en fait, on projette n'importe quoi sur lui. Toi, tu travailles avec qui tu es. Avec ta personnalité, avec ton corps, avec ta façon d'être, les expériences. Et du coup, c'est confrontant et ça oblige à être un cordonnier à peu près bien chaussé parce que de toute façon, tu travailles avec ça. Ouais. Il y a pas le choix. Alors moi, en plus, je travaille en psychiatrie, donc je pense que c'est un autre gap que de travailler en psychiatrie ou de travailler c'est autre chose sur le travail pour soi dans ce secteur-là, parce que forcément ça nous confronte. Mais c'est sûr que si jamais on n'est pas un cordonnier à peu près bien chaussé et qu'on n'est pas prêt à le devenir, c'est compliqué. Et après, je leur conseillerais de kiffer aussi, de s'autoriser à prendre du plaisir, parce que c'est pas un jeu, la vie. On le sait, on le vit tous, mais c'est quand même plus marrant si on rigole. Toi, t'adores faire des super transitions. C'est quoi la prochaine question? C'est la question 14. Qu'est-ce que tu penses de la phrase de Marshall Rosenberg qui dit « Ne faites jamais rien si ce n'est pas un jeu ». Je suis d'accord, et en même temps je suis pas d'accord. Je suis d'accord parce que c'est quand même vachement plus léger si on se marre et si on rigole. D'un autre côté, il y a une temporalité pour tout. Des fois, on a besoin d'être sérieux. Ouais. Des fois, quand certains patients nous racontent leur traumatisme de vie, je peux pas me mettre à rire. Certes. Voilà. Donc, oui, des fois, il y a besoin d'être sérieux et il y a besoin de moduler ça. Par contre, la vie devrait être un grand jeu et elle nous rappelle bien assez souvent qu'elle est pas si drôle que ça. Donc, dans tous les moments où on a du pouvoir, je pense que là, faut le créer. Là, faut créer quoi? Là, faut le créer, le jeu. Ah oui. Ouais, effectivement. En fait, l'impression que j'ai quand je t'imagine en entretien avec quelqu'un ou en séance, c'est que quand une personne aborde l'endroit où elle est traumatisée, il y a une dimension sacrée. C'est important de respecter ce qui est blessé, de respecter ce qui a souffert, et du coup il y a quelque chose de sacré, c'est-à-dire le sacré c'est ce dont on ne peut pas rire. Ce qui doit être respecté entre guillemets, et c'est lié au passé blessé, meurtri, mais par contre dans le présent, en s'appuyant sur la sécurité du présent, là on peut s'amuser, là on peut jouer. Là on peut jouer, et encore, en fait c'est que tout a un côté positif. Alors ça fait partie de la résilience, hein, mais le but c'est aussi de percevoir le côté positif. C'est de retrouver de la sécurité, c'est de retrouver du plaisir dans les parts blessées. Donc évidemment quand on parle des parts blessées, on les écoute parce qu'elles ont besoin d'empathie aussi. Mais par contre, de qu'est-ce qu'on en fait de ces parts blessées et comment on les soigne, je préfère les soigner avec du rire, avec du plaisir, avec de la sécurité, avec ce que moi j'appelle de l'amour avec un grand A, en prenant soin. Pour moi c'est ça. C'est ce que je définirais comme prendre soin. C'est apporter de l'amour là où il y a des douleurs. Alors de l'amour avec un grand A. De toute façon, moi j'ai tendance à dire, en fait l'empathie c'est de l'amour quelque part. L'empathie c'est de l'amour pour moi aussi. C'est une forme d'amour. Voilà. Super. Je sais pas si ça a répondu. Mais... Si. Ouais, mais j'ai envie de dire juste, il y a rien à dire, il y a que le silence qui te fait. Mais il me reste une question. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que t'aimerais ajouter, un truc que t'aimerais dire qui te paraît important Non, je pense que c'est bon. En fait, on pourrait parler pendant des heures, je pense. Moi, ça me dérange pas. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu approfondir beaucoup plus. Mais en tout cas, si ça permet de laisser entrevoir un peu la richesse du métier que j'ai la chance de pratiquer, c'est déjà cool. Et voilà. Puis je suis une pipelette, j'aime bien parler. Donc. Ouais, mais c'est cool. De toute façon, t'as une voix à podcast, je te dis aujourd'hui.
Mais moi, j'ai vraiment senti une différence quand même entre avant et après que tu sois arrivé, parce que, en fait, avant que toi t'arrives, il y avait effectivement des infirmiers qui faisaient des activités physiques, de la marche, des choses comme ça. Il y avait du renforcement musculaire, mais en fait, quand t'es arrivé, tu as apporté quelque chose qui était pas là avant, qui était sans précédent, on a commencé à penser le corps, à penser le rapport au corps et le rapport à l'intégrité et je trouve ça inestimable en fait dans une prise en charge. Quelqu'un qui a été meurtri, qui a été traumatisé, qui a été violé, qui a été abusé, il a été meurtri au niveau du corps. Et toi, tu viens permettre à l'équipe de penser ce rapport au corps et de comprendre, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, où est la puissance de l'équipe soignante pour prendre soin de cette personne qui a été meurtrie, et je trouve ça trop cool. Bah, c'est là où je trouve que j'ai de la chance, c'est que c'est un métier riche, c'est que je vois ce que les autres ne pensent pas forcément de façon spontanée. Par exemple, là, en psychiatrie, on a tendance à voir les blessures psychiques et à oublier le corps. Au centre de rééduc où je travaille à côté, on voit le corps machine et on oublie toute l'émotionnel et le psychique qu'on pose sur son corps. Et du coup, les deux sont fous parce qu'on vient pas du tout des mêmes pathologies, les problématiques sont pas du tout au même endroit. Et moi, dans ma clinique psychomotrice, j'ai les mêmes choses. Mais de l'un et de l'autre. Après, je suis assez fière d'avoir pu trouver ma place au sein de cette clinique, et j'ai plutôt de la chance parce que j'ai aussi mes collègues, ma direction et tout ça qui m'ont beaucoup aidée. Et ouais, je pense que la psychomote en psychiatrie, franchement, ça devrait être plus développé. Après, ça reste mon avis et je suis peut-être pas très bien placée pour en parler parce que c'est là où je suis, mais c'est dommage en fait, je pense. Je suis d'accord. Moi, je trouve ça dommage de pas avoir eu de cours, de pas avoir entendu parler de ce que c'est qu'être psychomote à la fac. 5 ans à étudier plein de trucs et je savais pas ce que c'était. Après, bon. Mais c'est très rigolo avec mes collègues kinés que j'ai dans mon autre travail. Donc c'est une grosse équipe. Il y a 20 collègues kinés, même plus que ça. Ah oui. Ouais, ils sont beaucoup. Je dirais pas le nombre exact. Et en fait, quand je suis arrivée, même les jeunes, ils me disaient ouais, la psychomote, j'ai eu 2-3 cours avec. De toute façon. Dans leur tête, c'est un métier d'allumé. C'est un métier où on est tous un peu perchés. Et bah ouais, mais non. C'est pas parce que vous voyez pas que c'est réfléchi et que c'est rempli de théorie que ça ne l'est pas. Après, je suppose, si c'est comme la psycho, que ce qui fait toute la différence, c'est pas la formation et la théorie, c'est la personne. Bien sûr. Et qu'en fait, je pense qu'il y a des mauvais psychomotes et des bons psychomotes et que comme partout, hein. Ouais. Comme partout. Après, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour nos patients. C'est aussi pour ça qu'on est là. Ouais. Mais effectivement, je pense que moi, ce que je retiens, c'est qu'on travaille avec qui on est avant tout. Et si on n'est pas à l'aise avec soi, ça risque d'avoir un impact sur la relation avec les patients. Et... Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait des différences de formation, un peu de doctrine dans les instituts de formation psychomote. Alors, pas tant que ça. Par contre, ce qu'on fait et la manière dont on va le faire, là, elle est notre grosse différence parce qu'il n'y a pas un psychomote qui travaille pareil qu'un autre, parce que vu qu'on est obligé de travailler avec ce qu'on est, on travaille pas tous de la même façon. Du coup, maintenant, j'aimerais savoir comment travaille Émile. Ah alors, lui, c'est un peu particulier. C'est moi qui l'ai formaté à la base, donc peut-être que je l'ai un peu influencé, un peu influencé, mais après, il va développer sa propre pratique par lui-même plus tard. J'en doute pas. Bon, il l'a déjà développé ici, de toute façon. Il s'est saisi de ce que j'ai pu lui apporter, et puis il a mis de beaucoup de ce qu'il était. Ouais. Du coup, ça donne un magma qui lui ressemble. Vous êtes vachement différents dans vos personnalités, donc ça doit forcément... Mais c'est là aussi toute la richesse des rencontres, c'est que malgré les différences, on peut se retrouver. Voilà. Très philosophique cette dernière phrase. C'est un beau mot de la fin, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que t'as pris, et je me réjouis de faire ce montage dans la semaine et de le mettre en ligne. Merci beaucoup à toi, Robin, c'était un chouette moment. Avec plaisir.